C'est quoi votre film d'horreur préféré? Pourquoi tu me vois? Vous pourrez bien sûr me citer des films comme L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse ou Alien. Mais j'avoue que de mon côté, ayant mis du temps avant de réellement m'intéresser au genre, j'aime les films qui explorent l'horreur au quotidien. L'horreur qui peut nous faire face n'importe quand dans notre vie, et qui trouve souvent une explication rationnelle et terrifiante. Et quand ce genre se mêle à celui que je préfère au monde, le thriller policier, je peux être que ravi. Ah, et me parlez pas du terme elevated horror, ça veut strictement rien dire. C'est juste un terme pédant pour dire « Oh là là, on fait de la vraie horreur, nous !» Mais pas du tout! Ça n'a rien à voir, avant c'était quoi? Des slashers, coups de couteau, bim, enfin non! Maintenant on fait des vrais films d'auteur, engageants, qui parlent au public. Oui, enfin comme avant en fait. Mais ça n'a rien à voir! C'est hyper différent dans la structure, la narration. Je dis ça car il y a deux choses qui m'ont énervé ces derniers temps. De toute façon, t'aimes rien aussi. Non mais ça va, j'ai le droit d'exprimer mon mécontentement sur des œuvres ayant des problématiques sur lesquelles on peut débattre avec justesse et parcimonie. Non, tu confonds, c'est Percy Jackson. Quand on parle de thriller policier horreur, on se réfère souvent aux œuvres traitant de tueurs en série. Et il y en a un paquet qui sont trop cool. Mais il y a une tendance, avec un certain réalisateur, qui pousse vers une fétichisation des tueurs en série qui rend le propos très malaisant, et pas pour les bonnes raisons, et surtout problématique. Non, parce que Ryan Murphy transformait tes tueurs en sex symboles. Non, juste non. On parle même pas du côté incestueux de la saison 2. Et l'autre chose qui m'a énervé, promis je le fais pas exprès, c'est un film sorti en juillet 2024, et qui a défrayé la chronique, Long Legs. Un film qui se vantait comme le nouveau Silence des agneaux, et qui malgré toutes ses promesses, s'est transformé en un pétard mouillé autour du diable à la limite de la prétention. C'était pas fou. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, pourquoi Le Silence des agneaux, c'est toujours aussi bien? Le Silence des agneaux est un film réalisé par Jonathan Demme en 1991, et qui est le dernier film qui peut se vanter d'avoir gagné les 5 Oscars les plus prestigieux en une seule cérémonie. Meilleure réalisation, scénario, acteur, actrice et meilleur film. Donc pour résumer, on va pas parler d'un film de merde. Le Silence des agneaux, à ne pas confondre avec Le Silence des ânes, Le Silence des églises, Le Silence de Lorna, Le Seigneur des anneaux, Le Silence de la mer ou encore Le Silence des jambons qui est une parodie sortie 3 ans plus tard. Ce qui me terrifie, parce que j'étais pas au courant. Et il y a Billy Zane dans le film. Docteur Animal? J'ai traversé les océans du temps pour vous retrouver. Est un monument du cinéma adapté du livre de Thomas Harris, mais qui n'est pas la première adaptation de l'univers. Michael Mann avait réalisé en 1986 Le Sixième Sens, qui revenait sur le livre Dragon Rouge, qui se passe avant Le Silence des agneaux. Bon, vous le savez, je suis pas forcément un... Oh, quoi encore? Hein? Tu vas dire que t'es pas un critique, c'est ça? Tout ça parce que tu travailles pas dans un magazine ciné? Non mais arrête de te sous-estimer et t'auto-flageller. Tu es parfaitement capable de défendre tes opinions et tes goûts. Tu n'as à te justifier auprès de personne. Donc reprends-toi, bordel! Non mais j'allais dire que j'étais pas forcément un gros lecteur, vu que j'ai pas lu le livre. Oh, pardon. Après, c'est pas forcément faux. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas un critique professionnel ni un journaliste, qui sont de vrais métiers. Je suis qu'un spectateur lambda qui aime le cinéma, et qui aime surtout en parler. Vous verriez comment je suis animé dès qu'on aborde le cinéma pendant des soirées. Salut. Tu savais que dans Retour vers le futur, ils devaient utiliser un frigo pour voyager dans le temps? Mais en fait, ils ont trouvé ça trop dangereux pour les enfants, donc ils ont pris une voiture. Une DeLorean. Et tu savais aussi que dans Spider-Man, ils ont refait la scène du plateau 150 fois? Et il y a aussi dans L'Océan des Anneaux, t'as Aragorn qui s'est fait mal quand il a tapé le casque. Enfin, c'est connu comme anecdote. Ça va toi? Quand je dis ça, c'est pas pour me rabaisser, mais ça va me permettre d'aborder ma conclusion sur la réception des films et ce que le public en fait. Et ça va également me permettre de vous dire qu'il y a énormément de bonnes vidéos sur le sujet qui abordent le film sur plein d'angles différents. Je risque de répéter ce qui a déjà été dit, mais si ça vous intéresse, tous les liens et les sources sont dans la description. Et maintenant, c'est l'heure de se mettre à table. Rigole, putain! Le film commence dans une forêt brumeuse, avec notre héroïne qui est en train de souffrir le martyre. Mais fais juste un peu de sport. Elle souffre, je te dis! Clarice Starling, rien à voir avec Archer, est une étudiante stagiaire au sein du FBI. Aussi brillante que débrouillarde, elle a vite été repérée par Jack Crawford, le chef du département des sciences comportementales. Ce dernier, après avoir relu l'intégralité du CV de Clarice pour le spectateur, lui offre l'opportunité de faire ses preuves. Interroger un prisonnier pour avoir des informations sur un tueur en série qui découpe la peau de ses victimes. Et ce fameux prisonnier, c'est Hannibal Lecter, dit le cannibale. C'est une stagiaire, Jack. C'est pas un peu abusé comme première mission? Mais pas du tout, voyons. Nous, on croit en la jeunesse. Jamais on exploiterait de la chair fraîche, je veux dire des stagiaires. Regardez le dernier qui a travaillé sur l'affaire Dahmer. Il va très bien avec Clarisse. Va se faire bouffer. Avec entrain. De la bonne humeur. Et pour revenir sur le fait qu'on n'avait pas à faire un film de merde, il nous montre en 5 minutes toute sa profondeur de manière très subtile. Par ce plan qui montre que Clarisse vit dans un monde presque exclusivement masculin. Un monde où elle sera constamment observée et jugée par les autres.
Un monde où elle devra faire ses preuves et où elle sera constamment testée par ses interlocuteurs et surtout par ce champ contre champ face caméra. Une intention de mise en scène qui signifie énormément de choses, mais on y reviendra plus tard. Tout vient à point à qui sait attendre. Clarisse se dirige alors vers le pénitencier où est enfermé le lecteur. Et je pense qu'il manque un prisonnier dans la prison, vu comment son médecin a l'air d'être un immense connard de la pire espèce. Nous recevons de nombreux détectives ici, mais jamais encore je n'en avais vu de plus séduisant que vous. Un homme dont on aimerait presque déguster le foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Mais t'es malade ou quoi? Un vin italien? Alors que t'es bordelais! Là encore une fois, la mise en scène est parfaite. D'une précision et d'une fluidité incroyable, on suit le long monologue de l'autre port là, qui raconte tous les méfaits de Lecter. On les suit en train de descendre presque sous terre pour montrer à quel point la personne est isolée et donc dangereuse. Gna mais ça représente la descente aux enfers parce que Clarisse elle va... Allez dégage Timothée. Puis on arrive dans la fameuse salle. La caméra passe en mode POV pour voir 3 prisonniers. Le premier dragouille méchamment Clarisse, le deuxième est totalement recroquevillé et renfermé sur lui-même, le troisième lui fait une très belle déclaration. Et en voyant ces 3-là, on se dit que Lecter doit être un monstre de la pire espèce. Le diable en personne. Et là, bam, Hannibal se tient droit, propre sur lui, calme, stoïque, observateur. Bonjour. Ce contraste fort permet de renforcer l'aura maléfique qui s'en dégage, et ce qui lui a valu d'être numéro 1 dans le classement des plus grands méchants du cinéma de l'AFI en 2003. Vous avez vu? C'est du génie, bordel! Cette scène est incroyable et a été décortiquée un nombre incalculable de fois, donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos si vous voulez avoir une analyse plus précise. Mais pour ceux qui ont la flemme ou qui préfèrent me regarder, bah déjà... Non, vous êtes mignons! Ensuite, cette séquence est un véritable jeu de domination entre les deux protagonistes, magnifiquement soutenu par la mise en scène. Les fameux champs contre champs prennent tout leur sens ici, en permettant de mieux capter et comprendre les émotions des personnages. Une gêne mêlée d'admiration, de la fierté, du désir, du malaise, de l'intérêt, de la suspicion, voire une certaine cohésion. Chaque utilisation de cet effet a un sens précis, et rompre cette dynamique n'est jamais anodin. Par exemple, lorsque Lecter s'intéresse à Clarisse, elle maintient son regard pour ne pas perdre son attention. Mais dès qu'elle évoque son statut de stagiaire ou l'enquête, un plan en 3/4 face vient briser la connexion, soulignant la déception de Lecter face à ce manque de courtoisie. Tout a un sens dans le film. Le choix du plan, sa durée, sa disposition spatiale et temporelle, c'est ça qui rend le cinéma aussi génial. Au fur et à mesure de l'entretien, Lecter montre qu'effectivement, qu'au-delà de sa carrure et de sa prestance de gentleman, c'est un gros vilain pas beau. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Comment avez-vous pu faire ça? Vous savez, agent Starling, l'humain est parfois... Non mais je veux dire, comment vous l'avez mangé? Cuit, à point, saignant? Ah mais c'est simple, ben en fait tu prends le foie, tu le découpes en rondelles comme ça, ensuite tu prends des légumes, tu le fais ressauter à la poêle et tu rajoutes de la vitriole. La vitriole. La vitriole. Évidemment! Bah bien sûr. Vous êtes un génie! Mais je sais. Devinant les véritables intentions de Clarisse, Lecter choisit de garder le silence. Mais la situation dérape lorsqu'un des prisonniers, manifestement ravi de revoir une femme, l'agresse brutalement. Pas d'extrait ici, c'est dégueulasse. La situation s'envenime et irrite profondément Lecter, qui, touché par la jeune femme, finit par lui fournir un indice pour traquer le tueur en série Buffalo Bill. Tout cet enchaînement fait craquer Clarisse. Et on la comprend. Elle n'est qu'une stagiaire, bordel! À quoi tu pensais, Jack? Je crois son potentiel, elle est brillante, Mais va te faire cuire le cul, sérieux! Ah bah ça tombe bien, j'ai une recette parfaite pour faire cuire les... Clarisse se réfugie dans les études pour essayer de reprendre du poil de la bête, mais elle reste perturbée par sa rencontre avec Lecter. Et par la suite, on apprend que le prisonnier qui l'a agressé est mort. Coïncidence? Non, c'est Lecter qui l'a tué. Mais attends, comment il a fait pour le tuer? Ils étaient tous les deux enfermés, ils pouvaient pas sortir? Bah apparemment... L'infirmier a entendu Lecter lui parler tout l'après-midi et Mix pleurait. Ils l'ont trouvé mort ce matin. Il avait avalé sa langue. Ça explique beaucoup de choses. Ma phobie des psychologues, oui. Je me sens pas très bien en ce moment. Oui, bah moi aussi j'ai mes problèmes. T'es pas le centre du monde, ok? En suivant la piste donnée par Lecter, Clarisse découvre la tête décapitée d'un homme. Mais Lecter lui certifie que ce n'est pas lui qui l'a tué. Elle tente de garder la tête froide. Pourquoi on n'a pas entendu? Bah c'est normal, elle est électrique. Ah merde! Et cherche à avoir d'autres informations. Mais Lecter essaie de détourner le sujet. Pensez-vous que Jack Crawford ait envie de vous sexuellement? C'est vrai, il est plus âgé, mais croyez-vous qu'il fantasme sur des scénarios? Putain, mais on peut pas parler d'autre chose que de cul, docteur! Et voilà, on peut plus rien dire. Encore une gaucho. Vous savez qu'il y a d'autres sujets de conversation quand même. Je sais pas moi, des sujets plus... normaux. Mais c'est pas intéressant! Oui, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est les trous de balle en fait. Oui. Avec un excellent Chianti. Non, j'arrive pas. Bon, c'est pas qu'on a l'impression qu'on avance à reculons, mais les choses s'accélèrent à partir d'ici. Nous rencontrons avec joie et allégresse notre tueur du jour, Buffalo Bill, alias Buzz Éclair, ou Ian Malcolm, ou Indiana Jones, ou bien Biff, ou le meilleur Batman, ou le... Ça va, Richard Darbois en VF, on a compris. Il emploie un stratagème pour soudoyer sa prochaine victime. Et tout ça avec douceur.
et on apprend au même instant qu'une autre victime a été découverte. Ce qui va me permettre de vous montrer une des scènes qui m'a fait le plus rire dans ce film. Ansel, prenez vos affaires, vous déménagez avec Crawford. Où on va? On a trouvé un cadavre de femme en Virginie. Je trouve l'enchaînement parfait et un peu drôle. Ça peut paraître anodin, mais vous verrez ça a son importance par la suite. Tout le trajet durant, Clarisse épluche minutieusement chaque information pour établir un profil du tueur, prouvant ainsi son talent. Elle parvient à analyser Buffalo Bill avec justesse et commence à cerner son modus operandi. Mais ce qui est fou dans ce film, c'est que quand bien même Clarisse arrive à prouver sa valeur, elle sera toujours presque dénigrée à la seconde d'après. Parce que quand je vois ces policiers là en train de la dévisager, j'ai envie de leur hurler dessus en leur disant de descendre un étage. Oui, c'est une stagiaire. Mais si le chef dit que c'est elle qui gère le coup, faites-lui confiance. Ah bah ça y est, tu deviens de gauche. Quoi? Et je remercie le réalisateur et son chef opérateur pour leur choix de mise en scène pendant l'autopsie. Tout se joue sur les regards et à aucun moment on voit le cadavre. Mon estomac vous remercie pour cette délicate attention vu que... Oui bon d'accord, on voit une main pourrie là. Mais ça va, c'est pas comme si derrière ils nous montraient le... Oh bordel c'est dégueulasse! Foutez-moi ça bordel! Foutez-moi ça! Alors Clarisse, ça se passe bien ce stage? Ouais, je suis prête. Allez. Oh putain. Ah c'est jeune, si sensible. Je vous l'ai pas montré mais au fond de la bouche du corps, on y trouve un cocon de papillon. Rien de plus normal vous allez me dire. Clarisse part l'analyser en allant à... Les deux scientifiques partent examiner le petit cocon. Mais l'un d'eux ne s'empêche pas de draguer Clarisse. Putain, mais tous les mecs sont en chaleur dans ce film, ça se passe comment? Au final, le papillon est un... Phalène à tête de mort. Et là, vous devez sûrement vous dire... Oh là là, mais j'ai hâte de voir ta chaîne secondaire et ton concept Clapéro qui va révolutionner le monde du podcast cinéma. Clapper quoi? Non, vous devez sûrement vous dire... Pourquoi est-ce qu'il y a un papillon au fond de la gorge de la victime? Pourquoi est-ce que Buffalo Bill va cultiver des papillons? Eh ben, on va pas dire ça tout de suite, hein, on va pas tout spoiler. Faut penser au watch time. Clarisse est autant dans le brouillard que nous, et elle propose un marché officiel à Lecter pour qu'il aide à retrouver Catherine. Le sénateur lui offre la possibilité d'être transféré dans une prison à des conditions plus humaines, en échange d'informations sur Buffalo Bill. Lecter accepte, mais à une condition, une discussion sur le passé de Clarisse. Chose qu'elle aurait jamais dû accepter, car comme on le voit dans ce plan incroyable, Lecter s'immisce dans son esprit, et commence à avoir du contrôle. Mais là, côté théâtre, Clarisse a menti. Cette proposition était entièrement bidon. Elle a tenté de manipuler Lecter et ça se retourne contre elle. D'autant plus que le médecin de la prison, flairant l'opportunité, propose un autre marché pour s'attribuer tout le mérite. Connard! Et par la suite, il est transféré dans un autre état pour négocier directement avec la sénatrice Martin, mère de la victime actuellement prisonnière de Bill, qui s'amuse légèrement avec. Ah bah voilà Clarisse, on a perdu l'affaire. On peut pas vous faire confiance hein. Jacques, je suis stagiaire, moi. Ce n'est pas une excuse. Merde. En même temps, c'est abusé de laisser une stagiaire prendre les rênes d'une affaire aussi importante. Oui, quand le FBI a été consulté pour le film, ils ont dit que c'était la seule chose incohérente du film. Donc le reste? Totalement vraisemblable. Envie de crever. Hannibal, qui, avec ce masque, pourrait illustrer la définition du charisme, s'amuse à titiller la sénatrice tout en livrant quelques informations sur le tueur. L'accord est donc validé. Avant d'être transféré dans sa nouvelle prison, Hannibal est temporairement enfermé dans la préfecture de la ville. J'avoue, le décor est sublime. Mais pourquoi cet endroit? Y a-t-il un sens caché? Est-ce une référence au purgatoire ou une référence religieuse? Alors, je sais que t'adores le film, hein, mais tu vas pas un peu loin là? Moi? Allez trop loin? Oh, on m'a pas sorti ça depuis longtemps! En attendant, Hannibal profite bien de son nouvel espace avec des livres et une cellule plus grande. Mais Clarisse refait surface car elle a percé à jour les manipulations de Lecter et reste déterminée à résoudre l'affaire toute seule. Docteur, il me manque juste une information pour voir... Clarisse! C'est toi la flic, pas moi! Mais j'ai juste besoin de cette information et après c'est terminé. Je m'appelle Clarisse, j'ai besoin de cette information parce que je suis nul! C'est pas vrai. Comme Clarisse avec sa collègue, essayons de faire le point. Buffalo, c'est lui. Attendons, Clarisse n'est pas censée savoir. Donc c'est un homme entre 30 et 40 ans, race blanche, plutôt fort physiquement, et il cherche à changer de sexe. Alors c'est quelque chose qui avait pu créer la polémique à l'époque, mais le réalisateur a justifié cela en disant que Billy détestait sa personne, et que changer de sexe lui permettait de se métamorphoser et de devenir plus beau. La violence vient de son enfance et de son passé, pas de cette envie. Je vous réfère à l'article que j'ai trouvé qui répond à ça, mais pour résumer ce qu'il dit, Bill était un homme tourmenté qui se détestait, et voulait être une femme. Parce que cela lui permettait d'être le plus loin possible de lui-même, de ce qu'il était. C'est mon échec dans la réalisation du Silence des Agneaux. Je n'ai pas réussi à montrer que Gumb n'était pas gay, que c'était un enfant abusé, à tel point qu'il voulait être quelqu'un d'autre, au sens propre. Ce n'est pas un travesti ou un transsexuel. Gumb essaie de se métamorphoser en changeant de costume. On n'a pas assez appuyé ça, ni été assez clair. Tout cela m'a réveillé. J'ai réalisé que, en fait, il manquait terriblement de personnages homosexuels positifs au cinéma. Et son film d'après, c'est Philadelphia, qui parle de ça justement, et qui est un film merveilleux. Et qui transpire la joie de vivre. Oh pardon, j'ai omis un petit détail. Un truc très léger, hein, 3 fois rien. Hannibal s'est enfui.
En utilisant le stylo qu'a oublié le médecin, le lecteur parvient à se défaire de ses menottes, à tuer ses gardiens et à s'enfuir d'une manière brillante et sanglante. Ah mais foutez-moi ça bordel! N'empêche, il est fort le lecteur, hein, car il a le temps de massacrer le policier, de l'attacher en hauteur sans échelle et d'arracher le visage de l'autre policier en le plaçant dans l'ascenseur sans que personne ne le remarque. Mais enfin, ne gâche pas la magie de Noël! Donc, le lecteur s'est échappé, mais ça a pas l'air de faire peur à Clarisse. Ça, c'est badass! En analysant tous les indices et paroles de lecteur, Clarisse réalise que Bill connaissait la première victime. Elle part donc faire une enquête de voisinage et découvre alors que Bill serait un tailleur et qui se ferait une peau de femme avec ses victimes. À la foire fouille, ça coûte moins cher un déguisement. Clarisse n'a jamais été aussi proche, mais Crawford lui apprend qu'il connaisse l'identité du tueur. La chasse à l'homme peut commencer. Mais avant ça, petite danse de Bill. Clarisse continue de grappiller des informations aux alentours, et au même moment, Catherine tente de faire du chantage à Bill avec son petit chien. Et la police approche de la maison. Voilà une des séquences en montage alterné les plus stressantes et bien montées que j'ai jamais vues. Tout le film plane autour d'une oppression constante. Et ces 10 dernières minutes, ça atteint son paroxysme. Car au final, l'adresse des flics était fausse, et Clarisse tombe nez à nez face à Bill. Bonjour, je cherche un tueur en série, vous ne l'auriez pas vu? Non. Bon bah super, bonne journée, au revoir! Ouais, bonne journée, ouais. Clarisse n'est pas dupe et elle prend en chasse Bill. Et elle retrouve Catherine qui hurle à la mort. Avec sans doute la scène la plus drôle du film. Il faut que je vous laisse seul, mais je vais revenir. Non! Ne me laissez pas là, espèce de salope! Non, parce que c'est un film qui aborde le féminisme, et il le fait très bien. Mais c'est juste que c'est la deuxième scène où tu vois deux femmes qui discutent entre elles, et là, elles s'insultent. Je trouve ça marrant, quoi. T'es qu'un bouffe. Bill est à la lumière, et boum, changement de point de vue. On passe sur le regard de Bill qui observe Clarisse avec ses lunettes de vision nocturne. Et je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus. Cette scène est flippante! Entre la respiration de Bill, le jeu incroyable de Jodie Foster qui a l'air tétanisé de peur, les mouvements de Bill avec sa main, le rythme suffocant de la scène, ce silence morbide, cette musique qui monte progressivement, la tension est palpable. Mais Bill est un vrai méchant qui se respecte et perd son temps à essayer de s'amuser. Donc après une petite erreur, il se fait surprendre et Clarisse le tue. Tout est bien qui finit bien, et bordel, ça fait du bien. Catherine est retrouvée saine et sauve, et Clarisse est remerciée par la police, qui valide son stage. Félicitations Clarisse, vous avez arrêté le pire tueur en série que nous ayons connu. Vous avez réussi à valider votre stage, vous êtes maintenant agent fédéral. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, on vous laisse pas toute seule, et on va vous récompenser pour votre courage grâce à une lettre de recommandation pour votre prochain job. Dans la main. Voilà. Contente? Pendant le cocktail de soirée, Clarisse reçoit un appel. C'est Hannibal Lecter qui lui dit qu'il est loin, qu'il la laissera tranquille et qu'il va s'occuper de son copain médecin aux Bahamas en lui invitant à dîner. Ce film est dans mon top 5 de mes films préférés. Et il est pas 5ème. Pour être honnête, j'avais très peur d'aborder ce monument du cinéma. Mais c'était également un immense plaisir de pouvoir le revoir avec mon regard d'aujourd'hui. Et j'ai pu saisir toutes les subtilités et le génie derrière la production de ce film. Enfin, je crois. Car oui, gagner le Big Five aux Oscars, ça manque quand même une certaine maîtrise du bousin. Je vais pas faire la fine bouche en disant que tout dans le film est réussi. Le jeu d'acteur est exceptionnel, la photographie de Tak Fujimoto est sublime, la musique de Warshore est iconique, et tout est sublimé par les décors de Christy Rea et Karen O'Hara, sans parler du montage de Craig McKee qui est d'une précision chirurgicale, et qui laisse respirer son film. Quelque chose de primordial pour un film de ce genre. Tout ça, c'est acté, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait la moelle de ce film? Le film aborde beaucoup de choses, notamment le féminisme, la manipulation d'autrui ou encore les limites de la peur. Mais je pense que tout se joue sur le regard et toute sa dimension métaphysique. Chacun des personnages analyse l'autre, et le film nous montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. L'observation et la réflexion sont primordiales dans cet univers, et on l'a vu à plusieurs reprises. La surprise de voir le lecteur aussi propre sur lui, Clarisse qui démonte tous les clichés et a priori dans un monde masculin, Bill qui se joue de ses victimes et qui cherche à se transformer, la séquence que je vous ai montrée tout à l'heure, tout est fait de fausses pistes pour prendre le spectateur à revers et lui dire d'être toujours sur ses gardes. Car dans cet univers, tout est une potentielle menace. C'est pour ça que les champs contre champs face caméra sont super importants, parce que au-delà de la gêne et du malaise, ça renforce cet effet d'observation. Le réalisateur a expliqué d'ailleurs que Jodie Foster ne parle pas vraiment face caméra, elle a les yeux un peu détournés. Ce n'est que les autres personnages qui regardent droit devant eux, pour qu'on puisse épouser le point de vue de Clarisse. Une immersion qui sera justement pervertie quand on adoptera le point de vue de Bill. Ce qui est génial. Tout ceci combiné transforme le film comme un essai sur la monstruosité humaine. Et c'est devenu une référence pour le genre. La vraisemblance autour du profilage et des policiers, les thématiques nouvelles et avant-gardistes, le parti pris de la mise en scène, tout est d'une maîtrise sans faille. Et les anecdotes autour du film sont tout aussi géniales quand on s'intéresse au processus créatif.
Par exemple, lors de leur première scène, Anthony Hopkins aurait improvisé en se moquant de l'accent de Jodie Foster. Cela l'a totalement déstabilisé, mais elle ne l'aurait pas mal pris, au contraire. Cela aurait renforcé le jeu et le malaise de la séquence. Autre moment dans ce style, Jodie n'aurait pas été mise au courant que c'est Anthony Hopkins qui l'appelle à la fin, montrant une vraie réaction de surprise. Il y a aussi cette anecdote où Anthony Hopkins ne cligne pas des yeux pendant tout le... Non, c'est entièrement faux. Là, et là, il cligne des yeux. Donc c'est une légende urbaine. Et je sais pas d'où ça sort. Bref, Le Silence des Agneaux est une merveille intemporelle, qui a inspiré d'autres films tout aussi géniaux. Et pour vous donner un avis rapide sur les autres œuvres de la saga, Hannibal est sympa, mais je suis moins fan. Dragon Rouge est correct, ça va, mais je préfère Sixième Sens qui adapte le même livre. La série Hannibal est géniale, et cette horreur doit être lapidée sur la place publique. Mais pourquoi j'avais envie de vous parler de tout ça? Parce que si ça se trouve, tout ce que j'ai dit, c'est entièrement faux. Non mais ça va, on a compris cet effet. À mes yeux, il y a une tendance qui me perturbe dans le monde de la critique et de YouTube. La suranalyse. Lorsqu'un auteur crée une œuvre, il y propose une vision. Mais le public peut y trouver des significations différentes, parfois même opposées à celles qu'il a envisagées. Mais évidemment, toutes ces interprétations ne s'annulent pas entre elles et peuvent se compléter. Pour utiliser une métaphore ou une analogie, je sais pas le terme, un film s'écrit en plusieurs étapes. Du scénario au tournage, en passant par le montage, et enfin à sa diffusion. À chaque étape, l'œuvre acquiert une nouvelle couche de sens, et ses niveaux de lecture évoluent parfois avec le temps. Certains films méconnus ou mal reçus finissent par être réhabilités, tandis que d'autres, autrefois considérés comme cultes, peuvent perdre leur prestige. Ceci étant posé, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus tendance à suranalyser les œuvres, et pas forcément pour les bonnes raisons. On cherche à déceler des sens et des symboliques cachés, voire même forcés, au risque de dénaturer l'essence même de l'œuvre. Pour vous expliquer, j'avais ressenti ça quand j'étais en études de lettres, et cette BD explique parfaitement ce que je veux dire. J'adore les corbeaux! Le corbeau est un oiseau? Mais pas du tout, le corbeau représente le désespoir, les remords et toute la conscience de l'auteur obsédé par ses regrets. Mais c'est n'importe quoi! J'ai toujours eu du mal avec l'analyse littéraire quand j'étais en fac de lettres, car je trouvais cet exercice trop rigide. Non seulement on nous offrait rarement la possibilité d'apporter notre propre analyse, mais j'avais aussi l'impression que l'interprétation du professeur primait, reléguant au second plan ce que l'œuvre pouvait réellement suggérer. Et parfois, on pousse aussi l'analyse si loin qu'on finit par se focaliser sur des détails infimes pour leur donner un sens. Pourquoi? Est-ce par satisfaction personnelle, pour montrer qu'on a un meilleur sens analytique que les autres? Peut-être par besoin de se rassurer, en cherchant une interprétation personnelle lorsque le sens réel du film nous échappe? Est-ce que c'est aussi juste une question d'ego? Peut-être aussi que des gens cherchent à prouver que leurs analyses sont plus valables que celles des autres. Et il arrive même aussi qu'on se livre à cet exercice pour sauver un film mal perçu, en lui attribuant une profondeur qui viendrait légitimer sa qualité. Joker 2 est un exemple parfait pour mon argumentaire. Todd Phillips a expliqué que le public avait mal interprété son premier film, en voyant Arthur comme un anti-héros, alors que c'était pas du tout son intention. Il a donc décidé de réaliser une suite pour le pognon, pour inverser cette perception et affirmer sa vision. Qu'on y adhère ou pas, c'est un autre débat, mais ça montre qu'un film peut vite s'éloigner de la vision de son auteur lorsqu'on l'analyse de manière excessive. Je pense aussi qu'il faut quand même garder à l'esprit l'intention initiale de l'auteur, et ne pas se forcer à s'en éloigner. Après, Todd aurait pu être plus clair sur sa façon de dépeindre Arthur, mais ça aussi, c'est un autre débat. Car oui, on le dit souvent, tout a un sens dans un film. Mais parfois, ça peut être très primaire. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où Hannibal est enfermé dans le nouveau bâtiment? J'avais dit qu'il y avait potentiellement un sens caché. Mais si ça se trouve, je me plante complètement. Imaginez 2 secondes la situation. Monsieur Dim, bonsoir. On est ravis de vous recevoir au sein de cette émission, des films et des pellicules. Première question, si vous le voulez bien. Il y a une scène dans votre film où le docteur Lecter est enfermé dans une cage au sein d'une préfecture. Est-ce qu'il y a une signification derrière tout ça? On trouvait juste le décor joli, quoi. Ah. Enfin, le plancher était beau, donc on s'est dit que c'était bien pour cette scène-là, quoi. C'est tout. C'est tout. Décevant. J'ai donc très peur de faire un véritable non-sens avec mon analyse du film et de me dire que je vais à l'encontre de son but. Et surtout, à force de vouloir trop analyser et trouver du sens à tous les choix pris par l'équipe, on perd l'immersion. On profite plus assez des films. On ne les voit plus comme des films, mais comme des objets d'étude opportunistes pour en faire la meilleure critique possible. Ou juste pour la course aux vues. Où est le cœur dans tout ça? Est-ce qu'on profite moins des œuvres que l'on voit? Moi, le premier, quand je regarde un film, je me suis dit au début, ouais, ils ont tourné ça comme ça, ils ont placé la lumière aussi pour dire ça, etc. Mais après, je me laisse porter par le film. Et j'oublie totalement ce côté analyse, sinon, je peux pas profiter du visionnage. Tu parles de la surinterprétation, mais l'inverse marche aussi. Il y a des gens, ils sont complètement désinhibés devant une œuvre. C'est-à-dire? Homelander dans The Boys, c'est un méchant. C'est pas un anti-héros. Attends, il y a des gens qui pensent que c'est un héros? Oui. Mais la série est absolument pas subtile en plus. Mais c'est ça qui est encore pire! Ce qu'il faut retenir, c'est que tout avis est valable concernant une œuvre. Il faut d'abord bien argumenter. Et il ne faut jamais le clamer comme étant une vérité.
Car malgré tout ce que j'ai dit, le sens d'une œuvre appartient à son auteur. Et je peux comprendre que les gens ne puissent pas être d'accord avec ça. Pour revenir au Silence des agneaux, beaucoup d'éléments sont amenés à être analysés, et tous les choix ont été validés par son auteur. Mais comme on l'a vu avec la réception autour de Bill et la transidentité, l'auteur peut revenir dessus après coup, et donc changer sa vision. Il faut se laisser porter par l'œuvre, vivre le film et ressentir des émotions. Être constamment dans l'analyse, ça empêche le processus émotionnel de se créer. Et surtout, il y a pas mal de vibes élitistes qui s'en dégagent. Peut-être que tu parles de tout ça parce que tu te considères comme moins cultivé que ces critiques. Peut-être. Si ça se trouve, c'est juste de la jalousie de ne pas voir le film comme eux peuvent le voir. Mais ne pas comprendre, c'est tout aussi bien. Parfois, c'est bien aussi de pas comprendre directement ce que le film a voulu dire. Ça ne nous empêche pas d'apprécier. La première fois que j'ai vu Un grand voyage vers la nuit de Bigan, je n'ai absolument rien compris. Et pourtant, j'ai adoré. Pour plein de raisons, mais le fait de pas comprendre m'empêchait pas de l'aimer. Parfois, les films font en sorte aussi de nous brouiller l'esprit. Sauf quand c'est en mode branlette intellectuelle comme Long Legs. Mais le but est de nous faire réagir, de nous faire ressentir les choses. Et au-delà de la compréhension d'un film, c'est le plus important. Attention par contre, je fais pas du tout un procès d'intention envers la critique cinéma. C'est un métier ultra important qui doit continuer à vivre sur papier et en vidéo. Surtout avec les studios qui sont en train de leur chier dessus, avec leur politique d'influenceurs complètement superficielle. Alors oui, je suis en direct de la cérémonie des Oscars où les gens vont recevoir des Oscars parce qu'ils ont fait des films. Et regardez, je vois Monsieur Tarantino qui approche. Monsieur Tarantino, mais quel plaisir de vous avoir avec nous. Monsieur Tarantino, c'est quoi le titre de votre prochain album? Merci. Monsieur Tarantino, vous dites que vous adorez les western spaghetti, mais vous préférez les western spaghetti bolognaise ou carbonara? Mais qui t'a engagé, toi? La critique est un art à part entière qui sert avant tout à valoriser le cinéma et à le faire perdurer. Alors oui, parfois je trouve que ça va un peu loin pour la plupart. Mais Dieu sait le nombre de films que j'aurais loupés sans la critique cinéma. Et cette dernière m'a également permis d'aiguiser mon sens critique. La critique cinéma est nécessaire. La première fois que j'ai vu Le Silence des agneaux, je n'avais pas saisi toute la profondeur narrative autour de Clarice et de Buffalo Bill. J'étais juste subjugué par cette oppression qui m'assaillait l'esprit, par la musique envoûtante et cette maîtrise formelle. Quand je l'ai vu une seconde fois, je l'ai regardé d'un œil plus analytique. Et même si j'avais peur de perdre ses ressentis, j'ai été encore plus conquis, encore plus admiratif de tous ces détails. Car Le Silence des agneaux est un grand film. Pour conclure, profitez des films. Vous pouvez continuer à les analyser et à les surinterpréter, mais ne perdez pas en vue l'effervescence du visionnage. Aimez le cinéma, bordel! Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir une autre de mes vidéos qui parle de tueurs et d'horreur, j'ai fait une vidéo sur The Strangers, un film coréen incroyable et qui, je pense, vous laissera pas de marbre. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les œuvres que vous aimez. Ciao!